Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous Bonjour. répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. J'adore vous dire bonjour au milieu de votre phrase en question. Oui, j'ai vu ça. Donc, bonjour Philippe, les vaccins à ARN messager Moderna ont-ils été bien livrés cette semaine? Est-ce qu'il n'y a pas eu de soucis comme la semaine dernière? Oui, les pharmacies du sud de la France ont bien reçu les vaccins. Nous avons du coup, pharmaciens et médecins, beaucoup commandé de vaccins qui vont être livrés donc, pour certains d'entre nous aujourd'hui et pour d'autres la semaine prochaine. Et donc, on subit toujours une relative pénurie de doses de Moderna par rapport aux besoins de la population. Surtout que nous sommes de plus en plus contactés par les locaux, que ce soit les centres de proximité, les hôpitaux, les caisses d'assurance maladie, dans la politique, vous savez, d'aller vers, c'est-à-dire d'aller vers les personnes âgées, notamment qui n'ont pas encore pu avoir le bénéfice de la vaccination. Et donc là je recommande à mes confrères et j'espère que je l'obtiendrai du gouvernement cet après-midi. Nous avons une réunion avec le ministère cet après-midi. La notion d'utiliser le vaccin Janssen pour les plus de 55 ans et de prendre le Moderna pour les 18-57. En fait c'est vraiment ce qu'il faut recommander maintenant. Au-dessus de 55 ans, utiliser Janssen dans la politique d'aller vers. C'est une seule dose et donc c'est pratique pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer et qui donc vers qui on doit aller ou qui ne peuvent se déplacer qu'une fois. Voilà. D'accord. Là, j'ai vu que la Haute Autorité de Santé recommandait de proposer un test sérologique rapide lors du rendez-vous pour la première injection vaccinale contre la COVID-19. C'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que ça va pas trop compliquer la campagne? Alors, deux choses sur le sujet. Le premier point, c'est que sur les adolescents, la HAS va se prononcer à la fin du mois de juillet sur l'extension à Moderna de la vaccination pour les jeunes. Pour l'instant, il n'y a que Pfizer, donc c'est uniquement en centre que se fait la vaccination pour les jeunes. Par rapport au test sérologique, je comptais vous en parler tout à l'heure, Christophe, dans ce que nous avons discuté avec l'assurance maladie, mais on peut aborder le sujet immédiatement. Je vais un petit peu devancer la question. Oui, mais ce n'est pas grave. Effectivement, la HAS recommande de vérifier l'état d'immunité des patients parce qu'en fait, relativement peu de gens se sont fait tester positifs par rapport aux gens qui ont eu de façon asymptomatique la COVID. Donc la HAS dit, avant de faire la première dose de vaccin, faites un test sérologique. Si jamais il y a des anticorps, eh bien vous vaccinez et c'est la fin du processus vaccinal puisqu'il n'y a qu'une seule dose. Voilà. Donc nous en avons discuté hier avec le directeur de l'assurance maladie et nous attendons la doctrine du gouvernement par rapport à ce texte de la Haute Autorité de Santé, mais il est question de prendre en charge le test sérologique. Donc, du coup, il va y avoir une concertation sur les tarifs, comme d'habitude, pour voir comment ça se passe, quels sont les critères d'éligibilité des patients, et comment ça se fait, quels sont les tarifs des fournisseurs, puisque le matériel doit être agréé, et comment les pharmaciens vont pouvoir le distribuer également aux médecins, aux infirmiers, comme ça se passe pour les tests antigéniques. Donc, en gros, une nouvelle opération de santé publique qui s'annonce autour des tests sérologiques avec une concertation en début de semaine prévue avec l'assurance maladie sur ce sujet. D'accord, parce que ça ne sera pas systématique quand même. Ce ne sera pas systématique. Ce ne sera pas systématique. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement tranche sur l'éligibilité, sur la méthode. Vous savez que c'est d'abord le réglementaire, donc la Direction générale de la santé, qui doit se positionner là-dessus. Et en fonction de ce positionnement, nous discuterons avec l'assurance maladie pour savoir comment on le distribue à nos confrères soignants, donc quelles sont les conditions d'achat, et ensuite quelles sont les conditions de remboursement. Mais potentiellement, ça va quand même considérer beaucoup. Ça devrait être pour beaucoup de monde, puisqu'il y a quand même pas mal de monde qui demande encore des premières doses. Voilà. D'accord.
Nous allons parler de la convention pharmaceutique maintenant, Philippe, si vous voulez bien. Alors, votre conseil d'administration s'est opposé à la tacite reconduction de la convention pharmaceutique. Et donc, vous souhaitez que la négociation commence plus tôt, assez rapidement. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle démarreront ces négociations? Alors, j'ai envoyé, donc, conformément au mandat du conseil d'administration, donc, au directeur de l'assurance maladie et en copie au ministre de la Santé, euh, l'information comme quoi la FSPF s'opposait à la tacite reconduction de la Convention nationale pharmaceutique, ce qui oblige une nouvelle négociation. Donc, le délai maximum est de 6 mois pour ouvrir la négociation, sachant que la convention s'arrête au 7 mai. Effectivement, le souhait de la fédération est de le commencer le plus rapidement possible parce qu'on va ensuite être percuté par le grand débat démocratique lié à l'élection présidentielle et aux élections législatives, ce qui n'est pas les conditions les plus sereines pour faire une négociation conventionnelle. Donc, c'est ce que j'espère qui sera dans les tuyaux. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé au directeur de l'assurance maladie et au ministère. D'accord, au ministère. D'ailleurs, donc, directeur de l'assurance maladie que vous avez rencontré hier. C'est bien Oui, ça? Est-ce que vous lui avez parlé justement de cette question? Non, mais mercredi, c'est à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale qui aura lieu mercredi prochain. En fait, le point que nous avions avec le directeur général hier consacrait le Covid. Et donc, nous avons parlé donc, des tests sérologiques, dont je ne vais pas y revenir. C'est à ce moment-là que je comptais en parler, Christophe. En fait. D'accord, donc je ne vous repose pas la question. Mais voilà. Et en revanche, nous avons également parlé, du plafonnement des 5,40 € et de la difficulté que nous avions en pharmacie à identifier les effecteurs de la vaccination dans l'officine. Voilà. Donc, ça nous pose plusieurs sortes de problèmes. Le premier, c'est que donc, pour l'instant, on n'est pas payé automatiquement quand on n'utilise pas la carte CPS du titulaire ou la carte CPS donc du pharmacien adjoint physique pour faire j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est toujours ce problème-là est toujours actuel et ne sera probablement pas résolu avant des mois. Il y aura des paiements manuels, donc tout sera payé, mais ça prendra du retard pour se payer. Mais l'autre problème, c'est que effectivement, l'assurance maladie a souhaité limiter à 50 par jour le nombre de déclarations sur vaccin Covid de vaccination. Voilà. Et ça, 50 par jour, nous avons dit, nous, c'est 50 par jour, mais par effecteur. On peut avoir des grosses officines qui ont qui ont de nombreux pharmaciens et qui ont plusieurs lieux de vaccination qui dépassent ce nombre. Ce nombre nous paraît raisonnable par effecteur, en effet, mais ce n'était pas bon pour une pharmacie. En fait, c'était fait pour les centres parce qu'il y avait des professionnels, visiblement, qui faisaient des saisies à la chaîne et parfois plusieurs centaines dans la journée. Et donc, il fallait le limiter pour ces cas-là. Donc, je vais essayer de résumer. Nos points sont pris par l'assurance maladie. C'est donc 50 par pharmacien et les 5,40 € seront payés quel que soit l'effecteur dans l'officine. En revanche, problème informatique important pour gérer tout ça et donc des soucis à venir probablement d'administratif. D'accord. Il y a eu d'autres points abordés avec Thomas Fatome? Écoutez, oui, mais ce sont des points, on va dire, de détail sur la facturation. Il nous a été confirmé que la facturation des vaccins Janssen et Moderna était similaire à celle d'AstraZeneca. C'était évident, mais nous n'avons pas reçu d'informations, donc certains confrères nous l'avaient demandé, donc je le confirme. De la même manière, la tarification pour les sages-femmes et les infirmiers, quels qu'ils soient, se déroule de la même manière que pour les médecins, la tarification quand on donne des vaccins, avec toutes les informations qui sont à disponibilité du pharmacien. Bon, si certaines ne figurent pas, on a parlé par exemple des infirmiers scolaires ou des infirmiers, voilà. Donc pour ça, il faut donner le maximum d'informations et ça passe. Voilà.
Merci. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé du pharmacien correspondant, mais depuis est paru au journal officiel un décret qui encadre cette nouvelle mission. Alors, en quoi elle consiste? Alors, la mission, la semaine dernière, on en avait parlé dans le cadre de la préparation Oui, conventionnelle. En fait, on savait que le texte allait paraître au journal officiel et en fait, il est paru immédiatement après notre rendez-vous hebdomadaire. Cette encore une mission, question que j'avais un peu posée en avance. c'est ça, c'est ça. En tout cas, ce texte réglementaire, il autorise le pharmacien à renouveler les traitements et à adapter les posologies dès lors que le médecin a donné son autorisation sur l'ordonnance, parce qu'il faut que ce soit écrit sur l'ordonnance, et dans le cadre d'un parcours de soins, enfin d'une CPTS ou d'une maison de santé, d'un exercice coordonné, je vais dire, voilà, d'un D'accord. exercice coordonné où les deux professionnels, pharmaciens et médecins, travaillent. Alors ça, D'accord. c'est quand même bien sûr très restrictif. Et moi, vraiment, je m'interroge sur la réaction de certains syndicats de médecins, puisqu'en fait, ils ont le choix. C'est eux qui doivent autoriser. Donc, franchement, ils n'ont pas besoin de mettre je n'autorise pas, puisqu'en fait, c'est une obligation qu'ils ont d'autoriser à faire. Voilà. C'est uniquement dans le cadre des soins coordonnés. En revanche, ce pharmacien correspondant, comme je le dis, donc c'est la seule mission. Elle a un intérêt relatif, puisque le médecin peut choisir de faire une ordonnance renouvelable 12 fois, au lieu de dire je demande au pharmacien correspondant de la renouveler pour un an. Vous m'accorderez que c'est à peu près pareil. Voilà. La seule différence, c'est que nous pouvons adapter les posologies dans certains cas. Et donc, ça peut avoir un intérêt pour certains patients. Donc, il ne faut pas bouder ce dispositif de coopération médecin-pharmacien. Là, il est entré en vigueur maintenant, là. Il est entré en vigueur. Alors, il manque encore des choses. Il manque toujours des choses, Christophe, vous savez. Il manque notamment la rémunération. Donc, il va falloir que nous négocions pour savoir quelle est la rémunération pour ce pharmacien correspondant. Il manque le formulaire CERFA qui sera la déclaration du patient qui va choisir son pharmacien correspondant. Pharmacien correspondant qui est rattaché à l'officine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le titulaire de l'officine qui est le pharmacien correspondant du patient. Et ensuite, le titulaire de l'officine peut, en accord avec le patient, bien sûr, déléguer à n'importe quel pharmacien de son officine la fonction. Hein. Mais c'est bien à l'officine, c'est le cadre de l'officine qui a été retenu comme étant pertinent pour faire cette fonction de pharmacien correspondant. Voilà. D'accord. Donc, c'est une première étape dans le dispositif du pharmacien correspondant qui est entré en vigueur. Oui, c'est une première étape. C'est important parce que ça va permettre d'établir cette relation entre les patients et les pharmaciens. Et je ne vous cache pas que à la fédération, on a envie de modifier la loi déjà sur le pharmacien correspondant. Cette mission-là nous va bien, mais nous pensons que le pharmacien correspondant a toute sa place, notamment dans le lien ville-hôpital, et qu'il est important que l'hôpital sache qui est le pharmacien correspondant du patient qui arrive, qui rentre, et qui est le pharmacien correspondant du patient qui sort de l'hôpital. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est d'avoir un pharmacien correspondant pour chaque Français dans le cadre du lien ville-hôpital. Je vous propose maintenant, Philippe, de répondre à la question de Philippe Vergne, coprésident du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne. Bonjour Philippe, ici Philippe Vergne, donc coprésident du syndicat des pharmaciens de la Haute-Garonne. Une question que nous posent nos adhérents. Depuis le 1er juin, l'état d'urgence sanitaire est levé. Certaines mesures perdurent, d'autres sont terminées. Pourrais-tu faire le point sur ce sujet-là? Merci. Alors Philippe, quelles mesures perdurent avec la sortie de l'état d'urgence sanitaire? Celles qui sont abrogées, dans le sens que vous souhaitez. Vous me posez une colle. Ça a été assez compliqué cette affaire parce que il y a eu d'abord la loi portant fin de l'état d'urgence sanitaire qui a abrogé tout un certain nombre de mesures et ensuite un arrêté du ministre qui est venu remettre en vigueur un certain nombre de mesures qui est paru donc le lendemain. Voilà. Nous avons envoyé à tous les pharmaciens un tableau que je vous recommande de lire avec attention,
qui stipule tout ce qui est arrêté et tout ce qui continue. Globalement, ce qui est arrêté, c'est toutes les mesures d'encadrement de prix, des masques, des gels hydroalcooliques. Voilà. Ce qui est arrêté également, c'est la possibilité pour le pharmacien de fabriquer du gel hydroalcoolique, sachant qu'il pourra toujours écouler ce qu'il a déjà fabriqué. Voilà. Ce qui est arrêté, ce sont des mesures de renouvellement exceptionnelles. D'accord. Voilà. Ce qui est arrêté également, et ça c'est extrêmement dommage, c'est la possibilité pour le pharmacien d'officine de coopérer avec la pharmacie hospitalière pour délivrer les médicaments qui sont généralement dispensés en PUI. Ça, c'est très embêtant parce que nous avons une file active de patients qui est assez nombreuse, qui ont beaucoup apprécié ce dispositif qui permet d'améliorer le parcours. Et donc, la FSPF a saisi le ministère pour qu'il soit prorogé. Et par ailleurs, nous allons essayer de travailler à une pérennisation du dispositif en droit commun. Et je vous inviterai bientôt à un colloque sur ce sujet pour en parler, justement. Qu'est-ce qui continue, du coup? Qu'est-ce qui continue? Continue la distribution des masques aux personnes fragiles et aux aidants familiaux, continue les tests antigéniques, continue la distribution des tests antigéniques au personnel, aux médecins, voilà. Continue bien sûr la vaccination. Et pour tous les détails, je vous renvoie à la circulaire dont j'ai parlé, qui est sortie hier. Voilà. Une circulaire, j'en rajoute du coup, on parle de circulaire, va paraître aujourd'hui une circulaire également importante qui refait le point sur les 4 vaccins, avec qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut savoir. En fait, on a créé une fiche par vaccin pour les 4, pour savoir combien de temps il conserve, à quel public il est destiné, toutes les nouveautés. Alors, elle est à jour d'aujourd'hui, hein, et comme ça change tous les jours, hein, nous la réactualiserons. Voilà, donc conservez bien la date. J'ai eu malheureusement des confrères qui m'ont indiqué, par exemple, avoir vacciné avec du Janssen, avec du vaccin Janssen Johnson & Johnson pour des personnes qui ont moins de 55 ans. C'est vrai que ça a été autorisé au départ, au moment de l'AMM, mais depuis, ce n'est plus autorisé. Et donc, il faut suivre, puisque là, par exemple, pour ce vaccin, c'est 55 ans et plus, et c'est interdit de le faire avant 55 ans. Il n'y a plus d'autorisation. Donc, lisez ces fiches et tenez-vous au courant. C'est important, ça change, je sais. Je sais bien que c'est perturbant, mais il faut suivre. Voilà ce que je pourrais dire. Bien, nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes, Philippe. Alors, quelques questions. Attention, petit jingle. Vous pouvez y aller. Alors, les internautes me demandent si... alors, qu'est-ce que j'ai comme commentaire? Ah oui, l'augmentation des salaires. Oui. Je crois que l'arrêté d'extension est paru ce matin, hein, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors, donc, les salaires, on me demande quand est-ce que ça va être appliqué. Ça entre en fonction au 1er juillet. D'accord. Hein, c'est pour les salaires qui seront payés donc, à la fin du mois de juillet. Et ce sont donc une augmentation de 1,5% du point qui a été négociée donc, avec les centrales de syndicats de salariés. Il faut savoir que c'est très important ce premier accord parce que pour la première fois, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'en fait, que les pharmacies soient syndiquées ou non syndiquées, les salariés des officines non syndiquées sont également concernés en même temps par le dispositif. Et je crois que désormais, ça se fera comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la négociation a lieu forcément au mois de janvier parce que c'est là que nous avons les données nous permettant de faire la négociation. Et elle sera applicable donc toujours et pour tout le monde en même temps. Probablement soit au 1er juin, soit au 1er juillet, dépendant de la célérité du ministère. Voilà. Une autre question peut-être? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on parle de JO.
j'ai… Journal officiel. Journal officiel, oui. On parle de journal officiel. Ce matin, je ne vais pas m'étendre parce qu'il va falloir qu'on y travaille beaucoup et ça va être une de nos pistes de travail dans les prochaines semaines. Mais est paru au JO ce matin l'arrêté autorisant les télésoins en pharmacie et définissant la télésanté, c'est-à-dire qu'est-ce que le pharmacien pouvait faire dans son officine dans le cadre de la télésanté pour aider d'autres professionnels de santé. Donc ça, c'est un texte fondamental pour l'avenir de notre profession, en coopération avec les médecins distants. Et ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. J'ai une question sur l'égalité homme-femme. Vous savez que c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Et je reviendrai aussi la semaine prochaine parce que nous sommes en cours nous sommes, j'y suis plus pour rien maintenant trop, parce que mon rôle était de mener la campagne et de monter les listes pour les élections URPS. Mais les candidats aux élections URPS sont en train d'élire leur bureau. Ils l'ont fait du 1er juin à aujourd'hui. Je crois que le dernier de mémoire, la dernière équipe qui est en train de se monter doit être aujourd'hui à La Réunion. Donc, je n'ai pas encore tous les cas, mais je suis déjà très, très satisfait de pouvoir vous dire que l'influence de la FSPF sur ce dossier, nous sommes très volontaristes sur l'égalité femmes-hommes, et nous avons 5 sur les 12 régions qui sont FSPF, nous aurons au moins 5 régions qui seront présidées donc par des consoeurs, et tout le sud de la France est présidé par des consoeurs, que ce soit la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou PACA. J'en suis vraiment très, très fier parce que ça a été un beau combat de mener ça. Voilà pour cette question. Eh ben, merci Philippe Besset, merci également à Philippe Vergne pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.